Ici, je vais détailler chaque tâche ou bien chaque élément de l'apprentissage supervisé et non supervisé très rapidement parce que c'est pas intéressant pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'apprentissage euh, l'apprentissage supervisé pour faire une classification comme tâche principale. Donc, juste pour faire la différence entre supervisé et non supervisé, nous avons un ensemble de données pour faire l'entraînement. Ici, on met x1, y1. x1, en fait, ce sont les données. Par exemple, un, un point, il a une composante colorimétrique, il a l'intensité, il a les coordonnées x, y, z. Il peut y avoir, par exemple, une information spectrale. Ça, ce sont les données. Y, c'est la classe, ou bien c'est le label. La classe sol, la classe arbre, la classe bâtiment. On prend juste ces trois-là. Et les exemples, ce sont les points. Par exemple, un point est la composante RGB 60, 180, 120. Et comme classe, euh, je dis n'importe quoi, sol. Un deuxième exemple, qui est un autre point, et la comme composante RGB intensité XYZ, par exemple 120, 90, 213. Et comme classe ou bien label, et là, euh, classe bâtiment. Les labels, en général, lorsqu'on fait la classification avec, sur les nuages de points, c'est principalement un numéro. Donc, par exemple, on représente la classe sol avec un numéro 2, la classe bâtiment avec 6, et ainsi de suite. Et en général, on respecte les spécifications de l'ASPRS, donc American Society pour de la télédétection et de la photogrammétrie, qui ont établi un ensemble de spécifications principalement liées aux standards de format LAS. Donc, l'apprentissage non supervisé, le modèle n'a pas besoin des classes ou bien des labels. Le supervisé, par contre, il a besoin de ces classes-là pour savoir quel type de caractéristiques, ça, on les appelle les features, correspond à quelle classe. Je dis un exemple. Pour un RGB 00250, donc on a que le bleu, on peut dire que c'est de l'eau. Donc le label, ça sera un chiffre qui correspond à la classe de l'eau. Si on a un RGB de 250, 10, 25, on va dire que c'est un bâtiment rouge, donc c'est la classe 6, et ainsi de suite. L'objectif, c'est de savoir quelle valeur de nos features correspond, ou bien ils vont donner comme output quelle classe. Donc, je commence par l'apprentissage non supervisé pour l'éliminer. C'est que on a un ensemble de points avec une caractéristique 1 et une caractéristique 2. En fait, j'ai simplifié, je prends que deux caractéristiques, mais en général, il y a une dizaine, voire plus, de caractéristiques. Les données d'entraînement, ce sont les x1 jusqu'à xn avec xi, il appartient à Rn, parce que comme j'ai dit, les xi, ce sont les données d'entraînement, ce sont les caractéristiques qu'il peut y avoir x1, x2, x3 jusqu'à xn. Et ainsi, il y a des exemples. Le clustering ou bien la segmentation, c'est que pour chaque point, chaque élément ici, on doit trouver une sorte de fonction qui va nous donner
un cluster. Et un cluster, c'est juste un groupe bien spécifique. Par exemple, ici, si je vous dis que ça, c'est l'âge, et ça, c'est l'âge, par exemple. Je veux bien trouver quand même un bon exemple de corrélation. Ça, c'est l'âge. Ça, c'est le risque. Non, c'est l'inverse. Ouais. Ça, c'est l'âge. Ça, c'est le temps, par exemple, passé sur un smartphone. Donc, lorsqu'on est jeune, on passe plus de temps sur un smartphone. Lorsqu'on est plus âgé, on passe moins de temps. En fait, je donne juste un exemple. Ou bien ça, ce sont les propriétés d'un arbre. Ça, c'est la hauteur et ça, c'est la circonférence. Ou un autre exemple. Bon, une caractéristique 1 et 2. Vous pouvez me dire tout simplement que ça, c'est un groupe bien groupé de personnes ou bien d'arbres. Et ça, c'est un autre groupe. Donc ça, ce sont les clusters qu'on a ici. Et les features 1 et 2, ce sont les XI qui appartiennent à Rn. Donc ça, c'est un groupe, un cluster, et ça, c'est un deuxième groupe. On n'avait pas des données labellisées qui nous disent que ça, il appartient à un groupe 1 et ça à un groupe 2. Donc c'est vraiment d'une manière non supervisée euh, qui ne se base pas sur des données d'entraînement. Et des exemples, c'est pour trouver des groupes de population, des groupes de fruits, des groupes d'espèces, et ainsi de suite. Pour ce qui est apprentissage supervisé, on a également des données d'entraînement. Ce sont les exemples avec des labels ou bien des classes Y. L'objectif, c'est que pour chaque Y, pardon, pour chaque X élément ici, en fait, élément, il peut contenir plusieurs caractéristiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, pour chaque élément dans RT, l'objectif est de trouver à quelle classe il appartient. Ici, je simplifie pour donner un classificateur binaire. Donc, on a la classe soit 0, soit -1, soit 1. Donc, chaque élément ici, xi, il doit être attribué à une, ou bien on doit lui attribuer une classe dans cet intervalle. Pas dans cet intervalle, mais dans cet ensemble. -1 ou bien 1. Dans cette liste plutôt. -1 ou bien 1. Donc, on revient sur cet exemple. Ça, c'est une caractéristique numéro 1. Ça, c'est les caractéristiques numéro 2. Et ici, on a un ensemble de propriétés pour chaque élément xi. Comme vous pouvez le voir, on peut rapidement dire ça, ce sont les moins et ça sont le plus. Donc ça, c'est une classification et l'objectif, c'est de trouver cette frontière à partir de laquelle un élément, sur base de ses propriétés, il est considéré comme moins ou bien il est considéré comme plus. C'est ce qu'on appelle decision boundary. Donc, par exemple, c'est une classification. Est-ce que c'est un bâtiment? Est-ce que c'est du sol? Est-ce que c'est des arbres? Ou bien est-ce que c'est de la végétation haute, de la végétation basse et de la végétation moyenne? Ou bien est-ce que c'est un spam? Ou bien c'est pas un spam? Ou bien est-ce que il pleut aujourd'hui? Est-ce que je sors? Ou bien je sors pas? Donc c'est vraiment une sorte de classification, soit des objets, soit des décisions qu'on va prendre, et ainsi de suite. Les méthodes principales, principalement utilisées, ce sont les SVM, les arbres de décision et les forêts aléatoires qu'on va voir aujourd'hui, mais aussi il y a du gradient boosting et de AdaBoost.
avec de l'apprentissage supervisé, on peut également faire ce qu'on appelle une régression. Donc, une régression, c'est une sorte de classification, mais une classification continue. Donc, on a un ensemble d'éléments avec des caractéristiques et on sait l'output, qui est la valeur Y. Mais la valeur Y, dans ce cas-là, n'est pas une valeur discrète. C'est une valeur dans R, qui est une valeur continue. L'objectif est pour chaque élément X ici qui a un ensemble de propriétés, de trouver la valeur Y qui lui correspond. Par exemple, en se basant sur le diamètre d'un arbre, sur sa hauteur, sur d'autres caractéristiques de l'arbre, on peut déduire, par exemple, le nombre de fruits qu'elle va donner. Je dis juste un exemple. Mais vraiment, l'objectif, c'est que sur base d'un ensemble de caractéristiques, l'objectif est de déduire une valeur qui correspond. Ça peut être par exemple le prix d'un bâtiment en se basant sur des critères, par exemple le quartier où se trouve le bâtiment et tout ça. Mais en tout cas, on cherche un prix à une valeur réelle, on ne cherche pas une catégorie. Ouais, exact, ouais, c'est vrai. On cherche une valeur et non pas une catégorie. Par exemple, en se basant sur un ensemble de critères sur d'un bâtiment, sa localisation, sa distance, par exemple, d'un supermarché, le nombre de façades, le nombre des étages, euh, est-ce qu'elle est ensoleillée ou pas, on va déduire une valeur du prix qui peut être de quelques milliers à des millions. Donc, c'est une valeur vraiment continue, pas une catégorie. Donc, quelqu'un va me dire ici, bon, pour avoir le modèle ou bien cette fonction qui permet de passer de R, D, ce sont les caractéristiques vers l'ensemble R pour avoir une valeur continue, je vais tracer juste, faire une régression linéaire qui permet pour chaque caractéristique ici d'avoir une valeur Y. Par exemple, ici, je vais avoir cette valeur. Ici, je vais avoir cette valeur. Mais une autre personne va me dire que non, ça suit une courbe comme ça. Une régression polynomiale. Une autre personne va dire que non, le modèle va passer par ici, par ici, par ici, par ici. Et il va vraiment bien époser mes données. Tous ces options-là peuvent être, par exemple, évalués. Mais en général, voilà, ça c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé pour faire une régression. Juste à titre d'information, il y a le bon modèle et il y a le modèle qui est euh, ce qu'on appelle le underfitting et il y a un modèle qui est overfitting, c'est-à-dire qu'il passe complètement par l'ensemble de points que je lui ai donnés. Et donc, quand même, il faut faire une évaluation pour savoir quel modèle est bon. Ce n'est pas notre objectif ici, mais il faut savoir juste ces termes-là. C'est ce qu'on appelle underfitting, c'est-à-dire que on a fait juste une approximation qui n'est pas bonne. Overfitting, on a bien passé par l'ensemble des points d'input, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment le modèle va réagir ou bien va performer sur des données qu'il n'a pas vues. Donc,
Voilà, on a passé sur l'apprentissage non supervisé, supervisé pour faire la classification et supervisé pour faire la régression. Ce qui nous intéresse, c'est supervisé pour faire la classification. Avant de passer au reste du workflow, normalement, le workflow du machine learning ou bien de l'apprentissage automatique, on commence par gathering the data, c'est-à-dire avoir les données. Dans notre cas ici, c'est principalement faire une acquisition LiDAR, qu'elle soit un LiDAR aérien ou bien une mission Mobile Mapping System ou bien une mission laser scanner terrestre. Donc, c'est l'acquisition des données. Et les données que nous avons dans notre cas, c'est des nuages de points. L'étape suivante, principalement, c'est la préparation de ces données-là. Si on a des nuages de points, peut-être on doit faire un nettoyage, on doit faire euh, une labellisation pour préparer les données d'entraînement. Peut-être on aura besoin de faire un sous-échantillonnage pour alléger le volume de données, et ainsi de suite. Ça, c'est la préparation des données. Ensuite, on va choisir le modèle. Donc, par exemple, pour faire une classification, vous pouvez choisir des forêts aléatoires, vous pouvez choisir gradient boosting, vous pouvez choisir même des modèles qui sont de l'apprentissage profond. Ensuite vient l'étape de l'entraînement. C'est l'étape qui consiste à montrer des exemples avec des labels au modèle pour qu'il apprend à faire la classification. Il vient l'étape d'évaluation pour évaluer votre modèle sur un autre type de données qu'il n'a pas vu et aussi pour voir sa performance ou bien ses performances en termes de métriques, par exemple la matrice de confusion, le F1 score, ou bien la précision. Il vient ensuite l'étape du tuning, c'est-à-dire pour ajuster les hyperparamètres. Et après, on aura notre modèle prêt pour faire des prédictions ou bien pour être déployé euh, sur un serveur pour faire des traitements. Donc, si, Juste une petite remarque à Abdelzak. ouais, ouais, C'est ouais. concernant ce workflow. Généralement, c'est la sixième étape sur le schéma qui est la plus importante. C'est ce qu'on appelle l'ajustement du modèle, bien le model tuning ou le hyperparameter tuning. Parce que toutes les autres étapes sont généralement bien maîtrisées. Donc, on sait bien préparer les données. Oui, ça dépend de la nature des données et tout ça. Et ça peut être également un défi. Mais généralement, c'est le tuning, le mode de tuning qui est le plus important parce que c'est plutôt empirique. Il faut faire des tests pour trouver les meilleures valeurs pour les hyperparamètres. Et il y a vraiment des centaines de combinaisons qu'on peut faire donc, pour les modèles, donc pour trouver les meilleurs paramètres, surtout pour les modèles statistiques dans machine learning. Ouais, ouais, merci Anna, c'est exactement ça. C'est une étape qui est vraiment très importante et parfois compliquée. Donc ici, c'est juste le détail de ce que je viens de citer ici. On a des données d'entraînement, on entraîne un algorithme euh, d'apprentissage automatique, on a, euh, on a le modèle, puis on a de nouvelles données qu'on n'a pas utilisées pendant l'entraînement. On va voir les prédictions que le modèle a fait. Si ces prédictions sont précises, le modèle est réussi, donc on peut le déployer pour faire d'autres prédictions. Si ce n'est pas acceptable, on fait un entraînement en utilisant d'autres paramètres. Donc, dans l'entraînement, il y a les données d'entraînement, de validation et de test. Alors, je passe sur la partie qui nous intéresse, sur la classification 3D. En fait, pour la classification 3D, c'est
basé sur le même principe que la vision humaine. C'est ce qu'on appelle parfois computer vision pour la 3D. Donc, nous, les humains, lorsqu'on voit une scène avec nos yeux, immédiatement, on connaît les objets en se basant sur notre expérience qui vient avec l'âge. De la même façon, pour un capteur, lorsqu'il fait l'acquisition d'une scène, l'objectif est que l'ordinateur utilise un ensemble de connaissances pour produire la représentation sémantique, c'est-à-dire savoir que ça, c'est un bâtiment, ça, c'est un objet, euh, arbre, et ça, c'est le sol. Donc, c'est vraiment une similarité très importante. Et dans Computer Vision, euh, il y a plusieurs tâches qu'on peut faire, pas simplement faire une classification, mais aussi la détection des objets, la segmentation d'instances, la segmentation panoptique, la segmentation, euh, voilà, la segmentation sémantique. Donc, c'est un ensemble de tâches qu'on peut effectuer avec les modèles. Principalement, ces tâches qui sont plus avancées, elles sont réalisées avec de l'apprentissage profond. Mais ça n'empêche qu'ils peuvent également, quelques tâches ici peuvent être réalisées par des modèles d'apprentissage automatique, comme on va voir pour la classification des nuages de points. Juste pour finir sur la différence entre de l'apprentissage automatique et de l'apprentissage profond. Dans l'apprentissage automatique, on a des inputs qui sont un ensemble de caractéristiques ou bien un ensemble de données. On a notre nuage de points. Je reviens sur le nuage de points. On a les coordonnées x, y, z avec RGB et l'intensité. Supposons que j'ai ces attributs. Pour chaque point, soit qu'il appartient par exemple à un voisinage sur forme d'un plan, soit par exemple il appartient à un ensemble de points regroupés sous forme euh, en 3D. Par exemple, pour les arbres, les points ils sont répartis dans les 3 dimensions. Pour une façade de bâtiment, les points ils sont bien répartis selon un plan. Donc, sur base de ce voisinage-là, on va extraire ce qu'on appelle des caractéristiques. Parce qu'en général, les données, elles ne contiennent pas ce qu'on appelle des features. C'est vrai qu'on peut utiliser à partir de notre nuage de points les composantes colorimétriques, la RGB, ainsi que l'intensité comme caractéristique d'un point, mais aussi on peut extraire des caractéristiques géométriques sur base du voisinage. Puis ensuite, on va faire une sélection d'un ensemble de caractéristiques et on entraîne un modèle d'apprentissage automatique, dans notre cas, des fois aléatoire, pour par la suite faire des prédictions. Au contraire, ou bien à l'inverse de l'apprentissage profond, on a les données, juste le point RGB, X, Y, Z, RGB intensité, et c'est à l'intérieur du réseau de neurones qui est connecté qu'il y a l'extraction des caractéristiques au fur et à mesure d'avancée. Donc, l'étape d'extraction de caractéristiques et de classification se font en même temps à l'intérieur des couches de notre modèle. Et ils donnent directement euh, la classe ou bien les prédictions. Mais quand même, il y a des différences en termes de quelques critères. Par exemple, pour l'apprentissage automatique, il ne demande pas ou bien il ne nécessite pas d'avoir autant de données qu'il faut pour un modèle d'apprentissage profond. Aussi, en termes de feature engineering ou bien la création de ces caractéristiques, dans l'apprentissage automatique, c'est l'opérateur qui doit créer ces caractéristiques. Par contre, dans l'apprentissage profond, c'est pas l'opérateur
qui va créer ces caractéristiques, mais plutôt puisqu'il a fait quand même des paramètres sur son modèle, sur le nombre de couches et ainsi de suite, ou bien les méthodes qui sont utilisées pour créer un voisinage, pour faire un échantillonnage, et ainsi de suite. C'est à l'intérieur du modèle que ces caractéristiques elles vont être extraites. Un autre critère important, c'est en termes de explainability ou bien en termes d'interprétation. Un modèle comme les forêts aléatoires, il se base sur ce qu'on appelle les arbres de décision. Donc, si un point dans notre nuage de points, il a une composante RGB avec une tendance vers le rouge, ainsi avec une intensité bien spécifique, c'est un bâtiment. Donc ça, c'est expliqué, on peut l'expliquer. Par contre, puisqu'on n'a pas accès aux caractéristiques qui sont extraites à l'intérieur d'un modèle d'apprentissage profond, l'explicabilité ou bien l'interprétation euh, n'est pas assurée. Donc voilà. Et aussi en termes d'entraînement, un modèle d'apprentissage automatique, elle fait moins de temps qu'un modèle d'apprentissage profond. Et ainsi, la même chose pour les requirements en termes de, en termes de requirement, en termes du matériel. Par exemple, vous n'aurez pas besoin d'un PC ou bien d'un ordinateur très puissant pour utiliser un modèle d'apprentissage automatique sur votre machine. En termes de ressources, comme je fais à chaque fois parce que il n'est pas possible de parler de tout, la bonne référence, je pense que c'est Introduction to Statistical Learning qui permet de bien maîtriser l'ensemble des concepts que je viens de détailler un peu. Donc, vous pouvez utiliser statlearning.com et vous aurez accès à tout cela.